très belle conférence, puisque c'est une conférence qui est, à mon avis, basée sur la recherche et qui est sur une recherche très localisée, avec les Koutama, avec les familles libres, c'est ça comment tu les appelles? Les familles libres. Les gens de bien. Les gens, les haqiyen. Voilà. Les moulins. Voilà. Maoula al-Khair. Ammar al-Khair, n'est-ce pas? Pas de problème. Vous pouvez poser les questions, vos questions, une à la fois, ne pas trop discourir. Il s'agit pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà. Allez, à vous. Bon, je peux commencer d'ores et déjà par poser une question. Donc, avec les intervenants, donc vous avez évoqué un peu les origines. Bon, vous avez évoqué des théories, expliquant les origines, évoquant les origines des Berbères. Donc, vous avez refusé qu'on soit de la race orientale. Vous avez aussi refusé qu'on appartienne aux Européens, aux Européens. Donc, est-ce que vous avez une alternative? Vous avez conçu une alternative justement pour nous situer? Une alternative? C'est-à-dire pour nous situer, Voilà, eh bien justement, je crois un peu répondre. L'alternative, c'est celle-là, c'est que nous avons d'abord une langue qui nous est propre. Nous parlons une langue qui n'est pas parlée ailleurs. Et si on était venu d'Orient, on aurait parlé les langues qui se parlaient là-bas. Et la langue qui est parlée là-bas, il y a le cyrillique, il y a le babylonien, il y a l'arabe, il y a le hébreu. Or, ces langues-là nous ont toujours été inconnues. Nous avons une langue bien à nous. D'ailleurs, même certains chercheurs actuellement, on a toujours situé, parce qu'on se base sur le Coran, c'est-à-dire on dit que le berbère c'est une langue chamito-sémite, mais d'autres la contestent. C'est faux. Les langues berbères constituent un groupe à part. Ce n'est pas une langue chamito-sémite. Parce que Chem et tout ce qui s'ensuit, ça n'a aucun fondement scientifique. Donc nous avons notre langue, et lorsqu'un dominateur vient, la première chose qu'il fait, il essaye d'imposer sa façon de voir, sa conception. Et il impose sa langue. Les Arabes ont essayé d'imposer leur langue, ils n'ont pas pu. Les Français, ils sont venus, ils ont essayé d'imposer leur langue. Bon, ils ont un peu pu, mais sans pour autant qu'on perde notre langue. Et nous avons une organisation sociale tout à fait moderne. Nous avons le droit coutumier kabyle, par exemple, c'est un droit qui n'a rien à envier aux législations modernes. L'organisation sociale en Kabylie a inspiré Karl Marx. Et nous avons, c'est-à-dire que le communisme en Kabylie a existé bien avant le marxisme. La propriété collective a toujours existé. D'ailleurs, chez nous, notre ancêtre, à Mromhan, il s'est installé dans une contrée où il avait à peu près 4 hectares de terre. Et ces 4 hectares de terre, ils sont toujours dans l'indivision jusqu'à aujourd'hui. C'est tous les descendants d'Amr, peut-être, je crois qu'il y aurait actuellement plus de 3500 personnes vivants. Eh bien, c'est toujours resté dans l'indivision. Et, comme vous le savez, la propriété privée a été introduite en Algérie, notamment en Kabylie, en 1872, par la loi Varnier.
la loi Barnier qui a dit nul n'est tenu de rester dans l'indivision. C'est-à-dire que, voilà, je suis avec mon frère, nous avons un teint, bon, je suis en droit de lui demander ma part. On va partager. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'on partage? C'est que ça facilite la colonisation. Parce que si on partage, la terre devient moins productive, agronomiquement parlant, ça devient du jardinage, ça va se rapetisser, et les gens, comme ils n'arrivent pas à se faire vivre, eh bien ils la vendent. C'est pour faciliter le processus de colonisation. Mais ancestralement, la propriété privée n'existait pas chez nous. C'était la propriété collective, notamment la terre. La terre parce que c'est la mère nourricière. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu. D'autres intervenants, sinon je vais enchaîner. Je vais poser une question. Vous avez parlé des Koutama, comme ils étaient, que c'est quelqu'un qui était venu du Moyen-Orient avec une théorie presque berbère, dans le sens où la religion n'avait pas de credo et était libertaire d'une certaine manière, ça a plu. Hein, et que ce courant était venu chez vous à travers ce monsieur qui a été chez vous, qui a été bien accueilli. Ensuite, il s'est réuni avec les Koutama pour aller fonder le Caire. Donc, ce mouvement n'est-il pas fatimide? C'est ça, c'est les Fatimides. On les appelle les Fatimides. Maintenant, je sais comment ça s'est passé. Parce qu'auparavant, je dis que les Fatimides ont fondé une guerre. Mais ils ont été jusqu'à au Yémen. Parce que c'est un mouvement libre. Voilà. Libre courant très berbère dans sa pensée. C'est pour ça qu'il y a eu adhésion totale. Et on le traite d'un peu chiite sur les bords. Qu'est-ce qu'il y a entre la théorie de ce le chiisme? Ce qu'il y a de particulier chez les indiqués, là, c'est qu'ils n'ont pas de lieu de culte. Il n'y a pas de mosquée, rien. Et ils n'ont pas de liturgie. Il n'y a pas de... C'est seulement une philosophie. Et ça c'est assez extraordinaire parce que actuellement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain grégarisme. Hein. Les gens, quand ils vont dans la mosquée en groupe, etc., je pense que c'est contradictoire un peu. Parce que les gens ils disent, voilà, il vaut mieux aller à la mosquée, prier, faire la prière collective, c'est plus bénéfique. Moi je pense que pour une méditation, parce que c'est quoi la prière? C'est une méditation, à mon avis, c'est pour faire ses comptes avec Dieu. Et là, ça ne peut se faire que seul, ça ne peut pas se faire en groupe. Hein. Et c'est pour cela que j'ai, personnellement, moi je n'ai aucune croyance, enfin, je rejette toute croyance, je n'en crois pas, mais j'ai beaucoup de sympathie pour, par exemple, les yogis. Les yogis, ce sont de vrais croyants. Pourquoi? Parce qu'ils se retirent loin du monde et ils méditent pendant des mois et des mois. Bon. Ça, c'est... Mais personnellement, moi, j'admire également ces indiqués parce qu'ils n'ont pas de lieu de culte ni de mosquée. C'est une méditation personnelle, c'est une compréhension personnelle. Et l'affaire de croyance, l'affaire de religion, c'est, à mon avis, une affaire tout à fait personnelle. Chacun devrait concevoir sa croyance à sa manière, sans pour autant essayer d'entraîner les autres dans sa logique. Après, ça devient une idéologie. Voilà. Il y a des questions? Donc sinon, je vais enchaîner parce que mais il n'y a pas d'intervenant. Vous avez écrit sur Aïd Slimane. Oui. On les appelle Aïd Slimane Ali, je pense. Aïd Slimane Ali, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que dans votre recherche, dans votre quête de cette généalogie, est-ce que vous n'avez pas trouvé un lien de fraternité entre
Aïd Slimane Ali, Douertou Ali. Bien entendu. Alors, Ali, c'est dit dans le livre, Ali a eu 6 enfants. Alors, Slimane Ali, Alal Ali, Slimane Ali, Alal Ali, Amr Ali, Douertou Ali, les Douertou Ali sont des petits berbères. C'est des gens, nous avons le même ancêtre, c'est Ali. Et d'ailleurs, il y a eu en 1943, en 1931, parce qu'on a fait, notre tribu a fait 2 guerres. Il y avait eu en 1931 une guerre avec les Barbacha, les gens de Barbacha, et les Ouertou Ali, ils sont venus à notre secours. On s'est battu, pourquoi? Pourquoi il y a eu la guerre du 10, Idriss. Idriss, c'est une plante qui n'a actuellement aucune importance, mais avant, c'était l'or noir un peu de la Kabylie. Pourquoi? Parce qu'elle avait de multiples usages. On faisait des cordes, Israël, on l'utilise pour faire des clés, des déchets, pour sécher les filles. Hein. On l'utilisait comme fourrage en hiver pour les équidés. Et on faisait aussi, on couvrait la toiture des maisons, parce que c'était étanche. Donc elle avait de multiples usages. Et la montagne des Aïd-Slimane, Kendirou, était très riche dans cette plante-là. Et les Barbachas sont venus la prendre de force. Et il y avait une guerre. Et donc, dans cette guerre, il y avait quelques morts, quelques blessés et tout. Et puis, l'armée française était intervenue pour arrêter sec. Mais, en tout cas, les Douertou Ali étaient venus à notre secours. Preuve qu'on a le même ancêtre. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui le savent. Des gens d'un certain âge disent que Douertou Ali, Brahma Ali, Alal Ali, tous ces... Les Amr Ali, c'est des gens. Amr Ali, il s'est réfugié à Imzaïn. Actuellement, les Amr Ali, ils savent que nous avons le même ancêtre également. Et ils sont venus, il y avait une deuxième guerre, enfin si on peut appeler ça une guerre, c'est qu'il y avait un malentendu entre Aïd Bimoun et Aïd Slimane. Pourquoi? C'est à cause de Oued el-Jama'a. Il y avait un moulin, de terrain, qui utilisait la force hydraulique, enfin l'oued. Et les Aïd Bimoun, ils sont venus, on avait un moulin là-bas, et les Aïd Bimoun sont venus placer un autre moulin juste en face du nôtre. Et donc, l'énergie était divisée en 2, et aucune marchait. Il fallait... c'était pas intelligent à l'époque, parce qu'il y avait un moyen de faire marcher autant de moulins qu'on voulait. Il suffit de les installer en série. Et là, bon, il avait passé un sage pour proposer cela. Et donc l'armée française était encore intervenue. Elle a détruit les 2 moulins. Et voilà. Des questions? Je vais poser une question. Il était vrai que, très justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, que nous ne sommes pas d'origine indo-européenne, c'est plutôt eux qui sont d'origine berbère. Et notamment, j'ai lu un livre qui a été écrit par un archéologue à l'université de l'Alger, où il avait trouvé au désert des monticules d'ossements de vaches. La paléontologie a défini que ce sont uniquement des ossements, des cimetières d'ossements de vaches. Car chez les Berbères, vous le savez très bien, on ne mangeait pas de la vache.
Et elles sont, quand elles sont vieilles, la tradition était restée jusque dernièrement. La vache circule entre les maisons, on ne la tue pas quand elle ne peut plus enfanter, etc. On ne la tue pas. Et alors, il a dit, en résumé, probablement que le culte de la vache sacrée hindoue est d'origine berbère, parce que la datation en carbone 14 définissait que c'est moins 14 000 ans avant Jésus-Christ, en néolithique. C'est pour un peu donner un ancrage archéologique à la chose. Des questions? Ah, voilà. Merci, bonjour. Ça arrête à la زول في اللون زول في الله يسلمك بغيت تكثر جد فايت سليمان باش كنت بازيت شويه فايت سليمان كان في صناعيه سليمان توسع الطول المزايا على بال الحدود بوعنداس على ما كنديرها اللي الأوزيدان اللي ماضي فوالا طلعوا ليكزومبل وكان ماشي مليش من لي كولون ديزون كلافي الحاله خدموا لي بردان طلع انك مالا ديون غاني ما يتسعى نيغ سمي فتحت لي بيستون اي كومونسي توسع ما يتسليمان وهذا بغا نعلمو باسكو تسكسيوها اي تسليمان بازي بموزايا سد كاين اي تسليمان مي لي ماضي زاد تبع مي تسليمان وي لي زوريجين سميت خلق لي ماضي ديال اسطالان تحممت وي تحممت دين تحممت وي هذه بدي تطلب واذا كيستنى سليمان اميك على ليبوك اميك تكلم باسكو كان ماشي دي بردان نيدي كاينه طلع واش يديو تصول لي ماضي على هذا الموزايا يمكن ارتي لاقاك واحد اما واش تيراميك ذهني لاقاك واحد دو جور وشي واحد اكسيدونتو وشي تفوتت على هذا الموزايا فوالا ديني طلع مالا لي ماضي دكالب لا انت تسكسي ويسي باش تسكسي ايت بيمون يسكيت بيمون ديت مثنون نيغ فضاري شي ماني سي العرشمان فوالا ديري بغا ايت بيمون ديت سليمان امي نو ايت بيمون ديت سليمان العرشمان ايت بيمون يمنسن ايت بيمون يمنسن ايت عمرو سليمان نسن ايت عمرو سيتي شيتو ايت ملول كيف اسمس يمكن ايت سليمان الذين جوستومون les Madis et les Serges. Dans cette enseigne, c'est Allel Wali. Allel Wali, donc Younish Dethnor, mais Ngharasan Aït Ali. Nghara Aït Allel Wali. Alors pourquoi? Par exemple, Nghara Aït Yahya Wali. Aït Yahya. Aït Brahim Wali. Aït Ward Wali. Mais وإذا كاينين غراسن أي تعليم مازال تفنق الجدرة. Pourquoi? Parce que tout simplement ça m'a permis de comprendre la formation des rameaux généalogiques. Maradili femme toute منزويس أراهم toute منزويس أتفنق الجدرة. Mais وإذا كاينين اثنين la deuxième ou la troisième femme, etc., ils forment des rameaux à part. C'est pour ça que c'est les enfants de Allel ou Ali, mais c'est les enfants, les descendants de la première femme. Donc, Mazalit Lakni, jusqu'à aujourd'hui. Mais Nikni, parce que c'est la deuxième ou troisième femme, etc., on forme un rameau à part. Et Rana, Aït Yahya, Aït Yahya Wali, Aït Brahim Wali, Aït Ward Wali. Ce n'est pas. C'est comme ça la formation généalogique en Kabylie. Alors la formation généalogique en Kabylie, elle se forme de plusieurs manières. Soit donc la première femme décède et donc la deuxième femme forme un rameau à part. Ça c'est une façon. Soit que lorsque quelqu'un un homme est très prolifique, alors il se détache du tronc et il forme un rameau à part. Ou bien encore un surnom. Un surnom, lorsqu'il y a quelqu'un, on surnomme quelqu'un et il a une progéniture, bon, on lui colle, il forme un rameau. Exemple, chez nous par exemple, les Adrars,
les adrar, eh ben, il y a par exemple un cousin, un arrière-cousin, qui s'appelle Saïd ou Chaban. Mon ancêtre là, c'est Chaban. On a le même ancêtre. Mais ce Saïd ou Chaban, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Alger pour travailler chez les colons. Et lorsqu'il est revenu, il a acheté des souliers à Rasbat le Jouiji, des souliers en cuir. Il y avait, à l'époque, ce n'était que les B et les D, les B qui pouvaient se payer ces chaussures-là. Alors quand il est arrivé chez nous, ils ont regardé comme ça, ils disent, vous voyez, le Beylik. Eh bien, à partir de ce moment-là, Anas el Beylik, et toute sa progéniture, Anas n'est le Beylik, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça, la formation de la rameau généalogique. Donc, si quelqu'un est prolifique, il forme un rameau à part. Si quelqu'un n'est pas issu de la première épouse, il forme un rameau à part. Ou bien, il y a un surnom, ça forme également un rameau à part. Et les origines, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il est venu? علي justement, qui n'est pas moi à ma vie, on est venu de nulle part. Il y a une théorie justement, voilà. Il y a une théorie qui dit que j'ai retrouvé quand même un bref d'archives Ouqas. En 1900, il y a un document qui a été établi en 1947. Et ils disent que nous sommes venus de Saqiyat al-Hamar. Redor. Je ne sais pas. Il y avait des témoignages qui disent qu'on est venu. Bon, il se pourrait, voilà, j'ai échafaudé, j'ai fait des recoupements. Il se pourrait que ce soit vrai. Pourquoi? Parce que à l'époque, au XVIe siècle, il y avait la Khalad ibn Ahmad qui était venu s'installer à Bougie, Nasr. Le roi Nasr, qui entretenait des relations très intimes avec la confédération des Brahwata. Alors, Brahwata, qui sont ces Brahwata? Brahwata, c'est une confédération berbère qui était installée à Tanger, la capitale c'est Tanger, mais elle avait un royaume qui s'étendait de Tanger jusqu'à Mostaganem et jusqu'aux confins de la Mauritanie. Un puissant royaume. Et ce qu'il y a de particulier ce royaume, c'est un royaume berbère, une confédération berbère, qui avait eu la chance, enfin l'intelligence de produire un Coran en kabyle, en berbère. Ce livre contenait à peu près 80 chapitres. Alors, les historiens disent que c'est une traduction libre du Coran, hein, c'est-à-dire qu'on a pris ce qui les intéressait, on a pris du Coran ce qui les intéressait, et on priait dans une langue au moins accessible. Non pas contrairement à actuellement, où beaucoup de gens prient, alhamdoulilah, etc., sans savoir ce qu'ils racontent de bon, de méchant ou de bienveillant à leur bon Dieu. Hein? Il vaut mieux prier dans sa langue, comprendre, plutôt que de prier dans une langue qu'on ne comprend pas. Et donc, ils ont produit ce Coran, et ils priaient 5 fois par jour, et 5 fois la nuit. Bon, avec trop d'excès. Et en même temps, ils avaient leurs propres interdits. Le Coran interdit par exemple la consommation du porc, enfin du sanglier. Eux, non, c'est le coq. Le coq, la chair du coq n'était pas
n'était pas autorisé. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui appelle à la prière. Moi, je me souviens jusqu'à une époque récente, quand j'étais jeune, effectivement, chaque famille au village laissait un coq pour l'appel à la prière. Donc, c'est une pratique qu'on a héritée des Bravata. Le coq sacré. Voilà. Et même chez les Bravata aussi, quand une poule appelle comme ça, on dit que ça porte malheur, il faut la tuer sur le champ. C'est des pratiques qui nous sont restées des Bravata. Et donc, au VIe siècle, donc, le roi Nasser entretenait des rapports avec les Bravata. Et au XVIe siècle, donc, ils étaient décimés, donc les Bravata étaient décimés, enfin, la Qalad ibn Ahmad d'abord, était détruite par le Mouahidine. Ils ont tué 18 000 personnes et détruit la Qalad. Et donc, il se pourrait qu'à cette époque-là, il y a eu partance, hein, des gens de Slimane et tout. Ils ont quitté le pays pour fuir justement la tyrannie des Mouahidines. Ils sont partis peut-être demander l'anaya des Bravata. Donc il se pourrait qu'il y a eu ce transfert-là vers le Maroc. Et le retour c'est qu'il y avait aussi, il y avait, comment dirais-je, lorsque les Espagnols ont chassé d'Espagne les Berbères qui occupaient là-bas. On dit les Arabes, mais c'est les Berbères. Ils ont chassé les Berbères et ils commençaient à prendre la côte nord-africaine, à occuper les villes. Il se pourrait que pour fuir également les Espagnols, etc., ces populations-là qui étaient parties soient revenues à la terre des ancêtres. Voilà. Mais je pense, je maintiens toujours, c'est que moi je pense que nous sommes venus. Il se trouve qu'il y ait ce mouvement de part et d'autre, mais je pense qu'on a toujours été, parce qu'on occupait à Slimane, particulièrement, occupait une région inaccessible, totalement inaccessible. D'ailleurs, même à l'époque turque, eh bien, la particularité de Slimane, c'est qu'il ne payait aucun impôt. Ils ne payaient pas d'impôt pour les Turcs. Ils étaient totalement indépendants. Indépendants dans leur petite misère, dans leur territoire inaccessible. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que la plupart des Slimane aient opté pour le métier de boucher? Comme ce Gigel avait le... Qu'est-ce qui a fait que les Slimane, pour la plupart, avaient opté pour le métier de la boucherie? Voilà. Ce n'est pas tous les Slimane. Ce n'est pas. Enfin, ce n'est pas. Parce que nous avons après les Adrars, particulièrement dans la région, les Adrars sont pour la plupart des bouchers. C'est vrai. Mais il faut savoir, je ne sais pas, mais il faut savoir que en Kabylie, dans le code kabyle, la peine de mort n'existe pas. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de peine de mort. Et alors, le châtiment, le plus grand châtiment qu'on pouvait infliger à quelqu'un, lorsqu'il fait une faute avérée, c'est de deux manières. On le châtie de deux manières. Ou bien, il exile, il quitte le pays, et à ce moment-là, il peut refaire sa vie ailleurs. Hein, c'est mieux que de tuer, parce que lorsqu'on tue quelqu'un, on ne règle pas le problème. Le mal par le mal. Il y avait une deuxième solution, c'est qu'il devienne boucher.
devient boucher. Mais Et, hein? Non, même là-bas. Même là-bas, il devient boucher. C'est-à-dire, le lendemain, il fait une faute, le lendemain, ben, il va à Hadix Maksou. Et ça, psychologiquement, c'est un châtiment très très fort. Pourquoi? Parce que ça signifie psychologiquement qu'il va patauger dans le sang durant toute sa vie. Et sa progéniture, pas seulement lui. Pourquoi? Parce que les bouchers formaient à l'époque une caste à part, rejetée par la société. Bon, il se pourrait que donc que nos ancêtres, qu'un de nos ancêtres soit des Adras particulièrement parce qu'il était boucher. Et commis une faute et il a choisi de devenir boucher. C'est possible. Oui. Il y a la relation entre Jahnine et Adra. Alors que c'est les mêmes, la même métier. Jahnine et Adra. Parce que Jahnine et Adra. Jahnine. Jahnine et Adra. Alors, elle est mzouar. Jahnine et Adra, elle est mzouar. Elle est mzouar. Justement, mais en fait, les Jahnine, nous, les Adra, on est venus du côté de Bouandas. Du côté de Bandas, c'est dit dans le livre, du côté de Bandas, nous sommes des Ethbourdi. Et les Jahnine sont venus, ce sont des Ethjmati. Ils sont venus de Taharbil. C'est un village à côté. Et justement, pourquoi on nous appelle les Jahnine? Parce que c'est les Jahnine qui sont venus les premiers et qui se sont installés là, du côté de Mouzaya. D'ailleurs, ils ont très peu de terre. Mais comme c'était le premier, donc on nous appelle. Donc les Ejhanine, ça désigne un territoire, et non pas une ethnie. C'est un territoire. Voilà. Mais c'est le premier occupant, les Ejhanine, c'est le premier occupant de notre région à côté de Mouzaya. Donc ils ne sont pas des frères. Ce ne sont pas des cousins. Non, ce n'est pas des cousins. Heureusement, je dis qu'ils sont venus de villages différents. Donc, il se peut, bien sûr, quand on remonte, on retrouve un regroupement. Mais dans l'immédiat, non. Ce sont des familles différentes. Mais bien sûr que ça se perd maintenant avec les alliances, avec Ils appartiennent, donc ce sont des descendants de Slimane Ali. Ils ne sont pas descendants de Slimane Ali. Non. Mouzaya, plus proche, et Jahnine et Wadra. Mouzaya, le nom il est Mouzaya. plus proche de Jahnine, Nir et Wadra. Non, Mouzaya, c'est le centre. Et ensuite, il y a des hameaux un peu partout. Mais là, le nom Mouzaya, là, le Mouzaya. Ah oui, Mouzaya, voilà, le nom Mouzaya. Mouzaya, c'est la même chose que les Adras. C'est lorsqu'il y a eu un recensement, en 1891, lorsqu'il y a eu il y avait deux frères, il y a Amr Ahmed et Saïd Ahmed. Amr Ahmed, il a donné les Adrar, et Saïd Ahmed, il a donné les Mouzaya. Et les Mouzaya ont été très peu prolifiques jusqu'à actuellement. Younis el-Jadioun, jusqu'à présent. Ils ne sont pas très prolifiques. Mais le plus prolifique, c'est Amr. Mais on a le même ancêtre. Le même ancêtre, c'est Amr Ahmed Saïd Ahmed. الأحمد من دقنا الأحمد ليش شعبان دايت سليمان واحد ليش شعبان دايت ورثوالي كاين الروبلاسيون يا شعبان نايت سليمان دي شعبان نايت ورثو علي لان لي شعبان وراي سليمان لان شعبان وراي ورثو علي قراك مايل لليان جرس. Non, je sais que ورثو علي واحد ذكني Yahya Ali, Slimane Ali, Ibrahim Ali, etc. C'est la même chose, c'est le même ancêtre. Maintenant, le nom Chaban, il se répète à l'infini. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Aïdouar Ali, Wahid Nikni, c'est la même génération. Oui, je t'en prie. Et la famille la plus ancienne des Slimane Ali.
la plus ancienne, la plus proche de Slimane Ali. Il n'y a pas de famille proche. Il n'y a pas de famille. Il y a Ali qui a laissé 6 fils. Donc voilà. C'est la plus ancienne. Mais il est la plus ancienne de Slimane Ali. La plus ancienne, la famille la plus ancienne de Vous la plus ancienne. Le plus ancien, l'ancêtre commun, c'est Ali. Mais après, bon. يعني ما فيه وانا وبعد روحان كل يوم راني كيتخدم كنيس مي يستدير كاين سليمان الولاد مزمور علينا كاين سليمان الدوار داين سليمان. Je ne sais pas, parce que Aït Slimane, c'est beaucoup. Attention, il ne faut pas, quand je dis Slimane, ce n'est pas l'ancêtre de tous les Aït Slimane. Ce n'est pas, ce n'est pas l'ancêtre. Non, parce qu'à côté, il y a encore des Aït Slimane. C'est-à-dire qu'il y a de Slimane que je n'arrive pas à retrouver, très ancien, et puis il y a un autre Slimane proche, hein. C'est Slimane Ali, hein. Mais Ali peut-être, bon, Ali il a laissé ses frères, mais peut-être qu'il avait des frères encore qui ont laissé d'autres. Ouais. Parce que le douar à Slimane n'est pas composé uniquement de ce que j'ai rapporté ici. Donc, si j'ose comprendre, le Aït Slimane, ce n'est pas par rapport à votre ancêtre. Non. Voilà, non. Aït Slimane, c'est un douar. C'est un douar, c'est une localité géographique très vaste d'ailleurs. Mais ce n'est pas propre à mon ancêtre. Très bien. Donc, c'est. Aït Slimane, c'est Slimane Gate Slimane. Voilà, il y a Slimane Gate Slimane. Voilà. Oui. Même le territoire d'Aït Slimane, on l'appelait durant l'époque coloniale, Douar Kendira. Kendira, Douar Kendira, exactement. On était rattaché à Kendira. Ça, c'est les découpages de la France. كاين نفهم كاين عندنا سيدي فوق كاين ملي ذكرنا سليمان سليمان الدوار سيس من ايام سليمان اي توارثوا عليه سيس من ورث واعد فوالا اي توارثوا عليه سليمان عليه واذا كاين داكور كاينش اما اي توارثوا عليه ها اي الدوار اي توارثوا عليه سمانا سيس من ورثوا عليه ورثوا عليه ورث دونك ابارامون اللي سليمان عليه سمانا سيس من سليمان عليه فوالا هكا هكاك لا سليمان عليه اي باش كيتفهم هذول تسمى ماشي سيس سليمان عليه ورثوا عليه عللوا عليه براهموا عليه عمروا عليه عمروا عليه ils sont اي مزيان بجانا ils sont installés. Situé à l'histoire de la région d'Aucas la région d'Aucas. نعم. Situé à l'histoire. l'histoire de la région d'Aucas. C'est-à-dire les familles اللي Aucas mais تبعا كيتورثوا عليه. Il y a des adrères de Goukas. C'est pas Adrar. Non, les Adrar c'est tout récent. C'est Linag Boukhlifa. Donc je parle d'Aucas, les familles تبعا c'est-à-dire يتورثوا عليه. Malgré ça, les dates depuis. ورثوا عليه il est venu de chez nous. Il s'est installé c'est le cas de Mzian normalement, non? Mzian, non? Les Haddad Mzian. تبع toujours يتورثوا عليه. ماذا بينا دي مومون خدم فايت سليمان علي اروح يوري يورثوا عليه ذاك الله يحييه. بشويه فايت يورثوا عليه. وهذا يتحيد مع حد على كل حال. Vous avez parlé de Ali avec ses descendants, les six frères, ce que vous dites, Slimane, Ouadat et ainsi de suite. Mais selon le thème donc, qui était prévu initialement, c'est Aït Mhan, Aït Ahmed. Ahmed Mohamed. Quelle est la relation entre Aït Ahmed et Mohamed? Vous n'avez pas parlé d'Aït Ahmed et Mohamed. Hamdou Mohamed. Oui, vous avez parlé d'un peu d'histoire, c'est vrai, mais sans toutefois alors, Hamdou Mohamed,
thème. Hamdou Mahant, j'ai bien dit que c'est mon ancêtre des Adrar à la 17e génération. Mais il faut aller au-delà. Il y a 3 ou 4 générations pour atteindre Yahya. Yahya Wali. Donc je ne remonte pas jusqu'à... Le démarrage, c'est uniquement à partir des Adrar. Adrar et je descends. Et lorsqu'on monte parmi les Adrar jusqu'au machin, au fait, Ahmed ou Mahd. Amro Ahmed, Ahmed ou Mahd. Voilà. Mahd, il s'arrête là. Mais au-dessus de Mahd, hein, il y a, je ne me souviens même pas parce que je ne suis pas intéressé, mais je l'ai ramené ici. Je l'ai dit ici. On retrouve en tout cas on remonte 2 ou 3 générations pour atteindre Yahya. Yahya Wali, pour un frère des 6. Donc c'est relativement Hamdou Mahant, c'est relativement récent. Donc entre Hamdou Mahant et Yahya Wali, il y a 4 générations à peu près. Voilà. Voilà. Et les Adrar sont issus donc de la famille d'Hamdou Mahant. Voilà, c'est ça. Voilà, Hamdou Mahant, c'est les Adrar. Oui. parce que ساعات كوزاني عرفتك إلى أجل الله يبارك يسعى لا ميموار هاكي شفات ساعة لا فامي أوزيدان اللي قالت سليمان سي دي مارابو سيدي وي سي دي مارابو وي اسكو ويدا لي مارابو اللي لاندين بوخليفة نوب اسكو سالود الو